Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Notre santé, on ne le dira jamais assez, dépend d'une multitude de facteurs dont les effets s'additionnent les uns aux autres et nos chances d'être en bonne santé ne sont élevées que lorsque ces derniers sont favorables. C'est donc une méprise que de croire que la santé n'est qu'une absence de maladie ou d'infirmité. Le sujet est bien plus profond. L'air, l'eau, la terre, le repos, l'exercice physique, l'alimentation et bien d'autres choses influencent notre état de santé. Malheureusement, on n'y accorde pas toujours une particulière attention. C'est ce que nous essayons de faire dans cette émission Tribune Santé. Lors du précédent numéro, nous avons déjà planté le décor et commencé par aborder ces différents facteurs déterminants de la santé. Dans ce numéro, nous allons poursuivre et voir comment agir sur eux pour préserver une bonne santé à plein temps. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous. Dans ce studio, nous serons avec Danielle Plia. Elle est afro-naturopathe, phytothérapeute et diététicienne. Elle est également la présidente du Centre de remise en santé, nutrition et naturothérapie appliquée Jean Plia, entendez Cana JP au Bénin. Madame Plia, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un immense plaisir de vous avoir avec nous. Et une joie partagée d'être là et partager avec vous toutes ces connaissances. Alors, lors de la précédente émission, nous avons déjà commencé par aborder l'air comme facteur décisif de la santé. Il serait utile de faire un petit rappel à ce niveau avant de poursuivre. Bien, donc c'est toujours bien de faire des petits piqûres de rappel effectivement pour nous resituer là où nous sommes. Nous sommes en train de parler de la santé. Alors c'est un mot aujourd'hui qui est très populaire, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est que la santé. Nous avons décortiqué ça et expliqué suffisamment comment il fallait comprendre la santé et que la santé, ce n'était pas un état, mais un processus de conquête. Nous avons montré également comment la santé était une guerre. Conquérir ma santé, la maintenir, c'est une guerre au quotidien. Et nous avons vu que dans l'univers dans lequel nous fonctionnons, il y a déjà des éléments qui sont préexistants, qui ont été mis en place. Moi, je l'appelle Dieu, d'autres l'appelleront l'univers, d'autres l'appelleront la science. Toujours est-il que ces éléments préexistaient. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ces éléments, ces facteurs qui étaient déjà mis en place et qui de génération en génération, de siècle en siècle, nous ont permis d'aujourd'hui d'en profiter. Ces facteurs, j'ai commencé à les décortiquer. Emmanuel, vous l'avez rappelé, il s'agit donc de ces 9 facteurs décisifs. On pourra en trouver d'autres, mais la grande synthèse tourne autour de ces facteurs sans lesquels il n'y aurait même pas de vie sur Terre et sans lesquels on ne pourrait même pas parler de santé. Vous voyez, donc il est important de bien les présenter, de bien les décortiquer pour que vous-même vous en ayez conscience. Parce que vous vivez dans un monde parfois un peu déconnecté, vous profitez de choses et d'éléments autour de vous sans même vous en rendre compte. Et donc, on a parlé donc la fois dernière déjà donc de l'air, mais je veux insister là-dessus parce que c'est un sujet qui est tellement important. Est-ce que vous savez que la respiration est plus importante que l'alimentation? Ça veut me dire de quoi elle parle? Ben oui, vous pouvez vous priver de manger, mais vous ne pouvez pas vous priver de respirer. Nous sommes là, actuellement, nous respirons, et c'est ça qui, depuis le ventre maternel jusqu'à notre mort, va manifester le fait que nous sommes vivants et que nous bénéficions d'une bonne santé. La fois dernière, on avait fait un petit exercice pour vous montrer l'importance de la respiration. Et je vous disais que c'est le grand savant Galien qui disait « L'air qu'on respire est plus important que les aliments qu'on absorbe ». Voilà, nous ne vivrons pas plus de 30 minutes sans respirer. Ceux qui arrivent vraiment, les grands sportifs, à pouvoir bloquer leur respiration, c'est 30 minutes. Au-delà de 30 minutes, c'est la mort qui s'installe. L'air est le plus important des éléments constitutifs de la
matière vivante et de la création indispensable à la vie. Sans air, nous ne pouvons pas fonctionner. Le sujet sain, je vous donne à peu près une idée des chiffres parce qu'il est important de le comprendre encore une fois. Le sujet sain, vous, moi, nous consommons 125 000 litres d'air avec 20 000 litres d'oxygène, 26 000 litres d'oxygène par jour. Donc 126 000 litres d'air. Et dans cette air, nous avons 26 000 litres d'oxygène. Sachant qu'il y a de l'oxygène, il y a l'hydrogène, il y a l'azote, tout ça c'est constitué dans l'air, mais l'oxygène que nous absorbons, lorsque nous ingérons et que nous respirons 126 000 litres d'air par jour, il y a 26 000 litres d'oxygène. Donc vous voyez que ces 26 000 d'oxygène peuvent être mis en échec selon les conditions dans lesquelles nous vivons. La question que je vous pose, vous vivez le plus large de votre temps où? Dans un environnement fermé? Dans un espace comme le studio dans lequel nous sommes? Ou plutôt dehors? Est-ce que vous prenez le temps de faire des pauses pour aller respirer? Parce que je l'ai expliqué la fois dernière, Emmanuel, l'air que nous respirons ici, ce n'est pas vraiment de l'air. C'est de l'air qui est, comme on dit, conditionné. Vous voyez, le terme par derrière, conditionné. Et quand il est conditionné, ça veut dire ce qui se passe actuellement dans le studio, toi et moi, vous et moi, Emmanuel, c'est que vous libérez votre gaz carbonique, puisque vous savez que dans le mouvement d'expire, vous libérez du gaz carbonique, de l'azote. Et qu'est-ce que moi je fais? Je reprends votre gaz carbonique. Nous sommes dans ce mouvement et si nous restons 2 heures dans ce studio, eh bien nous n'avons pas respiré. Nous n'avons fait que semblant de respirer et nous nous sommes intoxiqués. Donc rien ne remplace la respiration à l'air pur, dans la nature, sous un arbre, avec la chlorophylle. C'est important. Je manifeste ça parce qu'aujourd'hui, compte tenu de notre cadre d'activité, de nos activités et autres, quand je prends les cadres de banque, quand je prends ceux qui travaillent dans les assurances, dans les entreprises, toutes les grandes entreprises, on est enfermé dans des environnements. On va nous parler de chaleur, on va nous dire oui, nous sommes obligés, coincés parce qu'on n'a pas le choix, il faut que nous mettions des climatiseurs. Sous d'autres cieux, en Europe, on va nous dire il faut bien lutter contre le froid, donc on va mettre des chauffages. D'accord. C'était les conditions de vie qu'il exige, mais vous ne pouvez pas vivre là toute une journée enfermé dans un environnement qui est chauffé, enfermé dans un environnement qui est climatisé. Ça ne fonctionne pas. Vous faites le lit des maladies qui vont survenir par la suite. Alors, l'air comme facteur décisif, d'accord, mais comment et où trouver une bonne air? Un bon air, mais écoute, comme je vous l'ai dit, dans la nature, dans cette nature qui nous environne. Comme je dis, lorsque je sors de cette cabine, que je sors de cet immeuble, je suis dehors, je suis à l'air. Donc cet air, selon l'environnement, comme je te dis, qui est mis en place, je peux avoir de la bonne qualité d'air ou un air vicié. Quand je prends ma moto ou ma voiture et que je rentre dans la circulation, la qualité de l'air que je prends là également est un air qui est vicié parce que je respire beaucoup plus de gaz d'échappement. Et je dis ce qui se passe en Afrique et notamment dans notre pays, le Bénin, et dans beaucoup de pays africains, c'est que nous nous intoxiquons tout en étant à l'extérieur, tout en disant que nous sommes à l'air, mais en fait, c'est une source d'intoxication. Et vous voyez, aujourd'hui, on a mis en place des systèmes pour apprécier le niveau de pollution dans lequel nous sommes. En Afrique, on essaye de le faire tant bien que mal. En Europe, le problème est grave et a des conséquences dramatiques sur les cancers. Aujourd'hui, vous savez, l'explosion des cancers est en grande partie liée à la qualité de l'air que nous respirons. Vous me posez la question, voilà. Donc, dans mon environnement, je sors, je suis dans la circulation, je suis au bureau, je suis tout le temps dans un environnement d'air vicié. La meilleure stratégie, chez moi. Là, je dors. Emmanuel, je rentre chez moi, je dors. Mais dormir, tout va dépendre de la manière dont je conçois la construction et l'architecture de ma maison. Est-ce que dans ma maison, et ça c'est la question qui est essentielle, si je veux avoir une bonne qualité d'air, l'idéal ce serait d'aller dans une forêt, l'idéal ce serait d'aller en montagne, mais combien d'entre nous avons cette possibilité? Donc, je mets en place une stratégie. Rappelez-vous que je vous ai parlé de la santé. Je mets en place une stratégie pour pouvoir constituer
et faire autour de moi, dans ma maison, parce que c'est le seul endroit où j'ai vraiment du contrôle sur ma santé. Si j'ai une maison, petite ou grande, est-ce que j'ai prévu un espace, un petit jardin? C'est la première question que je vous pose. Est-ce que j'ai prévu un jardin? Deuxième question, comment j'ai aménagé ce jardin? Est-ce qu'il y a des arbres? Ne serait-ce que 1 ou 2 arbres? Est-ce qu'il y a des plantes qui s'élèvent assez hautes sur lesquelles je peux aller me reposer, aller trouver de l'ombre? Et nos ancêtres le savaient très bien. Dans les cours, les grandes cours des contrées africaines, dans nos villages, il y a toujours 2 ou 3 arbres sur lesquels on appelle l'arbre à palabre, où toute la population, le village, avec le chef, c'est sous ces arbres-là, généralement, qu'il y avait des rencontres. Mais on va se dire, mais pourquoi il y avait ces rencontres? C'est parce que l'endroit était propice et surtout la qualité de l'air que les populations et que les villageois avaient et toujours aujourd'hui dans nos villages ont sous cet arbre est une qualité d'air où ils ont la possibilité effectivement de respirer les 26 000 litres d'oxygène qui sont prévus dans notre inspiration et notre expiration. Donc, où est-ce que vous vivez? Dans quel environnement vous vivez? Là, vous avez le choix. Au bureau, vous n'avez pas le choix. Au travail, vous n'avez pas le choix. Dans la circulation, vous n'avez pas le choix. Mais il y a toujours un endroit où vous avez le choix, c'est chez vous. Et ne dire, mais oui, mais j'ai pas d'espace. On n'a pas besoin d'espace. Ne serait-ce que déjà créer des plantes. Vous avez les pots de fleurs. Si vous n'avez pas suffisamment d'espace, vous avez quand même la possibilité de trouver des pots de fleurs dans lesquels vous mettez du terreau et que vous pouvez arroser et vous me mettez de belles plantes. Et aujourd'hui, la connaissance de la phytothérapie, il y a plein de plantes qui sont bonnes que vous pouvez mettre dans votre salon, dans votre chambre, dans vos espaces de vie et qui vont vous aider à avoir une qualité d'air extraordinaire. Si vous n'avez pas la possibilité, comme on me dit souvent en Europe, oui, mais nous sommes enfermés, nous sommes dans un petit appartement. L'appartement, il y a des plantes d'intérieur que vous pouvez mettre autour de vous et qui vont dégager une bonne qualité d'air. Et lorsque vous respirez donc cet oxygène. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que une bonne qualité d'air, un bon air, dépend du style d'habitation ou de la situation géographique finalement. Absolument, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais qu'en est-il de ceux qui vivent dans une cité moderne? Mais c'est bien ce que je dis. Je viens de l'expliquer en disant, je suis dans un appartement, je suis dans un immeuble où il y a 20 étages. Je me dis, bon, mais comment je fais pour que lorsque je rentre chez moi, j'ai la possibilité de créer on appelle ça un micro-environnement qui va me permettre de pouvoir bien respirer. Dans mon appartement, déjà à l'entrée de mon appartement, je peux commencer déjà à mettre des plantes dans des pots de fleurs. Chez moi, dans ma chambre, dans mon salon, il y a des plantes adaptées pour cela, qui sont apaisantes, qui sont sécurisantes et qui permettent de purifier l'air. Supposons qu'il y a eu de la fumée ou un environnement, il fait très chaud dans la pièce ou il fait trop froid dans la pièce. Vous avez des plantes qui permettent, elles, donc, lorsqu'elles sont là puisque la plante, c'est le végétal, c'est elle qui respire. Si elle ne respirait pas, nous ne pourrons pas respirer. Donc, une plante qui ne respire plus, elle meurt. Donc, je crée l'environnement qui me le permettent de pouvoir subsister dans un environnement et elle, par la chlorophylle, par les essences qu'elle va dégager, elle va me permettre de pouvoir mieux respirer. Donc, pour répondre à votre question, je suis dans un environnement moderne, mais je ne me laisse pas contraindre absolument par cet environnement. Je décide, moi, en tant qu'acteur de ma santé, de créer un environnement pour que ma santé soit préservée. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est la santé. Donc, ceux qui sont au village, comme je le dis, les arbres, ceux qui ont la possibilité d'avoir des maisons en Afrique, le jardin, je dis bien le jardin, ou des jardins, et non parce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui que du béton. Vous avez des maisons où vous êtes sur le rebord d'une chambre, vous touchez le mur extérieur, vous êtes à 1 mètre du mur extérieur. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment créer les espaces où les enfants, vous-même, vous allez pouvoir vous ressourcer lorsque vous avez passé toute la journée dans un climatiseur, toute la journée enfermé dans votre voiture à respirer des gaz d'échappement. Il faut impérativement que nous apprenions à bien respirer. Parce que je vous l'ai montré la fois dernière, l'impact de la bonne respiration. Comment respirer? Nous ne prenons pas le temps de nous analyser. Nous faisons ça de manière inconsciente. Il faut commencer à apprendre, et c'est l'exercice qu'on a fait la fois dernière, commencer à apprendre à le faire de manière consciente. Et je vais vous donner qu'est-ce que la respiration.
elle est la première fonction de la vie et qu'elle est dispensable pour que les aliments soient brûlés. Je viens sur l'alimentation. Vous allez voir le lien entre notre alimentation et l'air que nous respirons. L'oxygène contenu dans l'air, la respiration est la première fonction de la vie. Pour que les aliments soient brûlés dans nos cellules, sans respiration, ça ne peut pas se faire. Monsieur Emmanuel, vous voyez déjà l'intérêt. Aérer mon environnement, mais l'aliment, je rentre dans ma maison pour que les aliments, mes cellules puissent intégrer les aliments que j'ai mangés. Si je ne respire pas, c'est-à-dire que si je bloque ma respiration et que je commence à manger, les nutriments de mes aliments ne pourront pas pénétrer la cellule. Les cellules ont besoin de l'air, de l'oxygène, de l'hydrogène pour pouvoir être alimentées. C'est un aliment indispensable. Je dis bien un aliment. Vous allez dire, mais pourquoi me parle de oui? L'air est un aliment indispensable qu'il nous faut continuellement aspirer jour et nuit pour vivre. Le phénomène merveilleux, comme je vous ai montré à la fin des lettres, la respiration complète, vous montre que quand vous y collaborez, vous êtes dans un processus de purification. Oui, chaque fois que vous respirez, comme je vous l'ai montré la dernière fois, respiration ample, complète, vous purifiez votre corps. Et vous, deuxième élément, vous le revitalisez. Pendant le sommeil, qu'est-ce qui se passe? Vous ne faites plus rien, vous ne marchez plus, vous dormez. Mais quel est le seul acte que vous continuez à faire pendant le sommeil? Vous respirez. La respiration. Voilà, la respiration. Vous voyez que c'est incontournable. Donc, lorsque je me mets dans ma chambre et que j'ai une bonne qualité de sommeil, c'est parce que j'ai eu une bonne qualité de respiration. Vous voyez le lien? Si je respire mal, et vous êtes en train de comprendre pourquoi il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'insomnie. Elles rentrent dans leur chambre, elles sont couchées, elles cherchent le sommeil. Elles n'arrivent pas à trouver le sommeil. Commencez à réfléchir à partir de cette émission que vous allez entendre et vous dire comment ma chambre est aérée. Si je veux me coucher dans ma chambre avant de m'endormir et que je n'ai pas le choix de mettre le climatiseur, qu'est-ce que je fais? Je vais tout fermer, je mets le climatiseur et à un moment, quand la pièce est bien rafraîchie, j'éteins le climatiseur et je viens me coucher avec mon épouse. Nous nous couchons et la qualité de l'air que nous allons respirer est excellente. Si j'ai pris la peine de bien organiser ma maison, eh bien, je vais créer ce qu'on appelle des courants d'air. C'est-à-dire que je mets des fenêtres d'un côté et je mets des fenêtres des côtés. Pas de vitres. Pas de vitres. S'il vous plaît, surtout les Africains. On est en Afrique. Pas de vitres. Essayez de mettre du bois ou des persiennes en vitrage, d'accord? Mais que vous pouvez ouvrir. Et par derrière, vous mettez des grillages de toile, le grillage, et vous verrez que lorsque vous allez dormir, l'air n'aura pas que le choix de circuler. Et vous allez vous-même apprécier la qualité de votre sommeil. C'est des astuces que je vous donne pour que vous revoyiez un peu votre configuration. Ceux qui souffrent d'insomnie, ceux qui souffrent de mauvaise digestion, je viens de vous dire, je ne digère pas bien. Mais je ne comprends pas. J'ai mangé et puis je suis constipé. J'ai mangé et puis je suis ballonné. J'ai mangé et quelque temps après, j'ai des gaz qui remontent. Allez chercher l'une des solutions, c'est dans l'air que vous respirez. Je veux vous dire que par la respiration, l'air purifie le sang veineux. Parce que vous savez comment nous fonctionnons. Nous avons les artères et nous avons les veines. Les artères, eux, c'est eux qui nous permettent donc d'envoyer le sang pour irriguer tout le corps. Et les veines, elles permettent et vous verrez dans nos cours de sciences naturelles, on nous le montre bien, les veines ont la couleur bleue et les artères ont la couleur rouge. Les artères nous envoient le sang pour irriguer notre corps et les veines reprennent le sang et vont maintenant l'envoyer retour. Donc les veines font remonter le sang dans le poumon, au niveau des poumons qui vont les purifier. Alors si je ne respire pas bien, comment puis-je purifier ce sang sale qui arrive à mon niveau? Et c'est lorsqu'il est purifié maintenant que par les alvéoles pulmonaires, il va aller irriguer le cœur avec le puissant muscle, l'aorte que nous avons, qui va maintenant prendre du sang, de l'air purifié et du sang purifié. Donc, votre sang est purifié par l'air que vous prenez. Votre système veineux, et vous allez comprendre la cause de beaucoup de problèmes de varices, de problèmes de phlébite, de problèmes de lourdeur dans les jambes. C'est en lien avec un sang qui est devenu épais et qui n'a plus la capacité de remonter. Eh bien, je suis en train de vous donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Par la bonne respiration, par la qualité de l'air, on soit aujourd'hui dans des centres et dans notre centre
À Godomé, nous apprenons aux gens qui viennent à respirer pour pouvoir irriguer et accompagner la purification du sang. Donc, le sang veineux est purifié du gaz carbonique, suivez bien, il est brûlé pendant son passage dans les poumons et dans les poumons, certaines graisses produites par la digestion. Puisque vous savez que lorsque vous digérez, vous libérez des gaz comme l'ammoniac, c'est un gaz, comme l'urée, c'est un gaz. Ces gaz, lorsque vous les éliminez, il faut les éliminer, lorsque les reins fonctionnent, lorsque les poumons fonctionnent bien, eh bien, ces gaz et ces graisses qui vont produire des gaz, le sang va pouvoir les faire éliminer par la bonne respiration. Grâce à l'air que vous respirez, la bonne qualité d'air, vous absorbez et vous expulsez aussi du corps tous les autres gaz que les poumons rejettent. Cela fournit de l'oxygène au sang qui va élaborer par l'intestin. Donc le lien entre l'intestin, ma digestion et la qualité de l'air que je consomme, que je respire, est fondamental. Mauvaise respiration, mauvaise digestion. Mauvaise respiration, mauvais sommeil. Mauvaise respiration, mauvaise circulation du sang. Vous voyez les liens? On est dans le cœur de la santé. Et c'est pour ça que l'air est important. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, personne ne vous informe de ça. Personne ne vous montre l'intérêt de bien respirer, alors que c'est quelque chose d'essentiel. Si vous ne le faites pas, vous pouvez commencer déjà à vous dire aujourd'hui, je vais m'exercer à bien respirer. On a tellement de techniques de respiration. Ça va travailler également sur votre mental. Quelqu'un qui respire bien est quelqu'un qui arrive à mieux gérer le stress. Est-ce que vous savez cela? Lorsque vous recevez une émotion, je dis à chaque émotion, une respiration. J'ai un stress dans la journée. Mon patron m'a engueulé. Je n'ai pas pu atteindre mes objectifs. Je me suis mise en colère contre ma femme. Quand j'en ai pris conscience, j'ai libéré la colère. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter donc de respirer à chaque émotion, une respiration. Faites-moi cette équation. À chaque émotion, une respiration. Et la respiration faite dans de bons contextes, respiration en triangle, respiration rythmique, tout ça là, on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais la bonne respiration va me permettre de mieux gérer le stress. J'arrive à mieux être beaucoup plus calme, moins anxieux, moins angoissé, moins stressé. Bénéfice, bonne respiration. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. Je ne me lasserai pas, je pourrais continuer comme ça pendant des heures à vous montrer l'intérêt de la qualité de l'air que nous consommons. Je dis bien consommons. Aujourd'hui, ne voyez plus l'air tout simplement comme quelque chose d'évanescent, puisque vous ne le touchez pas, vous ne le voyez pas. Il est intouchable, mais il est essentiel. Et c'est ça, les choses qui sont essentielles, c'est Exupéry qui disait que l'essentiel est invisible aux yeux. Retenez cela, l'essentiel est invisible aux yeux. Et l'air, on ne le voit pas, mais il est essentiel. Sans celui-là, nous ne pouvons pas fonctionner. Vous voyez donc que ce facteur, quand je vous parlais de facteur décisif, il contrôle toute notre biologie, toute notre santé. Du ventre maternel, si notre maman ne respire pas, nous mourrons dans le ventre. Donc tout cela, vous voyez que c'est un cycle et que c'est à nous maintenant d'en prendre conscience et de tenter donc de rentrer dans ce mouvement. Il faut bien respirer et l'air que nous avons autour de nous est un facteur de bonne santé. Alors l'air ne représente qu'une partie des principaux facteurs déterminants de la santé. Nous allons aborder par la suite l'eau, la terre, le repos, l'exercice physique, le soleil, l'absence de toxiques, l'alimentation. Mais avant de passer à l'eau comme facteur décisif de la santé, je demande votre permission de faire un tour à la régie, une pause musicale. On souffle un peu, on respire avant de poursuivre cette émission. Exactement. Retour dans ce studio après cette pause musicale. Avant la pause, on était avec Danielle Plia, présidente du Centre de remise en santé, nutrition et naturothérapie appliquée
Jean Plia Ntondekana JP au Bénin. Et avec elle, on abordait les principaux facteurs décisifs de la santé. Madame Plia avait largement expliqué l'importance de l'air, une bonne qualité d'air pour avoir une bonne santé. À présent, Madame Plia, nous allons aborder l'eau comme facteur décisif de la santé. Très bien. Avant d'aborder l'eau, je vais juste conclure sur la partie de l'air avec un proverbe chinois. C'est pendant la pause que ce proverbe chinois me revient. Il dit, si vous voulez vivre 100 ans, après chaque repas, faites 100 pas en respirant. Faites 100 pas en respirant et vous vivrez 100 ans. À bon entendeur, salut. Donc, ceux qui ont envie de vivre jusqu'à 100 ans, vous avez déjà l'un des secrets de longévité. Je finis de manger, je ne vais pas me vautrer dans un fauteuil ou me mettre au lit. Je sors, je fais 100 pas et sur les 100 pas, j'accélère ma respiration, je respire amplement et j'aurai déjà l'un des secrets pour la bonne santé. Cela nous permet donc d'aborder maintenant un des deuxième facteur décisif dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est donc l'eau. Oui, l'eau. Ah, c'est Saint François d'Assise, notre grand saint François d'Assise qui disait « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur l'eau, laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. » L'eau, elle est utile, elle est humble, elle est précieuse, elle est chaste. Facteur décisif de notre terre, de notre environnement, mais également facteur qui joue sur notre santé. L'eau est l'élément guérisseur par excellence. C'est le dissolvant universel de la matière vivante. Notre corps, votre corps, le mien, est constitué de 80 à 90% d'eau et 10% de solide. 10% de solide. Dans le ventre maternel, c'est le professeur Joyeux qui en parle, et j'aime bien cette expression. Il nous parle de la piscine. Notre piscine amniotique, le liquide amniotique dans lequel nous baignons, 90% d'eau. Nous sommes des poissons. Nous avons été conçus dans l'eau et nous baignons pendant 9 mois dans le ventre de notre mère dans l'eau. Et c'est extraordinaire parce que la qualité de l'eau qui est déjà préexistante à notre existence va nous accompagner tout le reste de notre vie. L'eau demeure depuis le ventre maternel et jusqu'à la fin de votre vie un moyen de retrouver, de conserver et d'affermir l'état de santé et la vigueur du corps. Imaginez un corps qui ne reçoit pas d'eau, non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Regardez les bains que nos traditions africaines ont mis en place avec l'eau. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ou alors beaucoup de vous, maintenant, des Africains, vous êtes devenus comme les Blancs. Et puis vous oubliez que nous avons une tradition. Regardez comment les mamans, moi-même, j'ai lavé mes petits-enfants de cette manière, avec de l'eau, eau chaude, eau froide. L'enfant est bassiné, on le met dans la bassine, on l'habitue à l'eau, on lui envoie ça dans toutes les parties, au niveau de l'anus, pour les garçons au niveau du pénis, pour les filles dans le vagin, on en met partout. Pourquoi, vous allez vous dire? Mais parce que ça a une signification. L'eau purifie. Quand les mamans, même en Afrique, elles ont accouché, qu'est-ce que les mamans, les matrones, nos grands-mères faisaient? Elles utilisent de l'eau chaude ou froide qu'elles mettent dans le vagin de la maman pour aller faire sortir tous les résidus, le mauvais sang, le placenta qui est resté là et qui aurait pu s'accrocher. L'eau est indispensable. Imaginez les terres dans lesquelles il n'y a pas d'eau. C'est la famine et c'est la misère. Donc l'eau est quelque chose de déterminant, facteur de santé. C'est un élément essentiel, donc, comme l'air, de purification et d'équilibre. Les reins, nos reins, vos reins, vous en avez 2, ils ont besoin d'eau pour filtrer le sang. Ils ont besoin d'eau pour éliminer les toxines. S'il n'y a pas d'eau, les reins ne peuvent pas fonctionner. Et vous voyez ce qui se passe pour les gens qui arrivent à avoir des problèmes de dialyse rénale, où justement les reins sont bloqués. Les reins n'arrivent plus à dégrader les aliments qu'on leur envoie. Qu'est-ce qu'on leur fait? On appelle ça la dialyse rénale. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des séances de dialyse rénale, mais c'est de l'eau qu'on injecte dans le corps pour d'abord, on ponctionne l'urine, puisque le rein n'arrive plus à dégrader l'urine. Quand ces personnes boivent, elles n'arrivent plus à éliminer, puisque c'est les urines qui permettent d'éliminer les toxines. L'eau stagne, bloque et la personne gonfle.
Je ne sais pas si vous avez vu déjà quelqu'un qui souffre de dialyse. Monsieur Emmanuel, c'est malheureux, c'est épouvantable. On se dit, mais ce n'est pas possible. Voilà 2 organes qui sont là, qui sont importants et que nous arrivons. C'est pour ça que je dis que l'homme, nous-mêmes, nous sommes des criminels. Nous arrivons à détruire ces organes par notre mode alimentaire. Et vous allez voir, par notre mode de vie. Je viens de parler des reins. Je parle également du cœur, c'est pareil. Donc, les reins, retenez-le, ils ont besoin d'eau pour pouvoir filtrer. C'est les filtres, le foie, pour filtrer le sang et éliminer les toxines par l'urine. S'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas possible. L'eau, la dialyse, l'appareil, l'être humain a créé maintenant l'appareil qui permet aussi d'injecter de l'eau pure pour pouvoir nettoyer les urines pour qu'elles puissent sortir. Notre appareil digestif, maintenant attaquons les intestins. Est-ce que vous savez que 80% de vos maladies commencent dans l'intestin? On appelle la mort commence dans le côlon. Eh bien, nos intestins, c'est des pompes à absorber de l'eau. C'est l'eau qui permet l'excrétion des sels. C'est l'eau qui permet la bouillie que vous allez voir au niveau de vos intestins et qui vont dégrader les aliments que vous mangez. Et quand vous en mangez beaucoup, vous voyez la bouillie que ça fait. On est là, on fait des mélanges pas possibles et résultat, c'est les intestins qui souffrent. D'où l'intérêt de bien boire de l'eau. Mais attention, et là, je vais redévelopper ça après. Je veux faire attention. Ne donnez pas au corps au-delà de ce dont il a besoin. Tout est une question d'équilibre. Et il y a cette mode aujourd'hui où on me dit, buvez beaucoup d'eau, buvez jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Je veux mettre un bémol à cette pratique. Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont devenues esclaves de boire beaucoup d'eau et qui finalement vont créer des complications et des maladies qu'on appelle par exemple la volémie. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. C'est-à-dire que vous augmentez le volume de sang circulant à cause de l'importance de la quantité d'eau que vous arrivez. Et ça épuise le cœur. Vous avez, si vous fonctionnez bien, Monsieur Emmanuel, et vous les auditeurs, écoutez-moi bien. Si vous fonctionnez normalement, quand vous avez soif, il y a une hormone, elle est spécialisée dans le corps, c'est ce qu'on appelle les hormones, eux c'est les neurotransmetteurs. La cellule envoie l'information pour dire, nous avons besoin d'eau, j'ai soif, je prends ma bouteille et je bois. Quand vous avez bu, le corps te dit, c'est bon. Quand vous n'avez pas assez bu, vous prenez encore 1 verre, 2 verres. Mais quand vous êtes arrivé au niveau de satiété, le corps dit, c'est bon, c'est ce qu'il faut. Et ça dit qu'il n'y a pas une quantité fixe d'eau qui est recommandée par jour. Quantité fixe d'eau, comme je dis, c'est le corps qui décide. Il te donne l'information. C'est pareil pour le repas. Si à un moment, tu écoutes bien ton corps, on appelle le sentiment de satiété. Le corps te dit, n'envoie plus rien. On dit, mais je suis rassasié. Sur quelle base tu dis, je suis rassasié? Tu pourrais dire aussi, j'ai 4 boules de pâtes là, je vais tous les manger. Je ne peux pas. Le corps t'envoie l'information pour dire, n'envoie plus. Parce que je ne sais pas. Si tu forces, vomissement, indigestion et toutes les conséquences. Oui, c'est le corps qui commande. S'il fonctionne bien, il va te dire, l'eau que tu m'as envoyée là, c'est bon. La meilleure solution, c'est d'être à l'écoute de son corps. Merci. Être à l'écoute de son corps. Parce que l'eau, on en a besoin, comme je vous dis, il constitue la matière vivante. Nous avons, dans notre corps, vous avez le sang. Et là, je vous donne une information également, chers auditeurs. Vous avez 5% de sang, 5 litres de sang dans votre corps. Et vous avez 90% de ce qu'on appelle la lymphe. Lymphe, regardez bien. La racine lymphe, on appelle ça la mer intérieure. Tous nos organes baignent dans l'eau. Mer intérieure. Et de lymphe, vous avez lymphatique. Et de lymphe, vous avez lymphocytes. Tout le système immunitaire. Notre système immunitaire dépend de cette mer intérieure dans laquelle est constituée les lymphocytes. Vous savez ce que c'est que les lymphocytes? Quand on a parlé du sida, quand on a parlé du Covid, quand on est en train de parler des grandes épidémies, vous savez aujourd'hui, on a tellement parlé de ça que vous comprenez que tout notre système immunitaire dépend de la qualité de la lymphe qui est la mer intérieure dans laquelle nos organes baignent et que si cette lymphe-là s'épaissit, si elle devient boueuse, vous avez là les rudiments, les bases, les prédispositions pour les maladies. Donc il faut veiller, c'est la même chose pour nous, pareil. Est-ce que Emmanuel, ça vous viendrait d'aller prendre de l'eau boueuse pour vous laver? Non! Même déjà l'eau du puits,
on fait attention et nos grands-parents faisaient attention et, pour être qu'elle soit toujours limpide. Parce que quand l'eau commence à devenir un peu verdâtre et sale, les parents disent ne touchez plus à ça. Allez plutôt au bord de la rivière, prendre de l'eau qui est renouvelée. Il ne nous arriverait pas d'aller prendre de l'eau boueuse ou de l'eau sale pour pouvoir nous laver. Alors imaginez à l'intérieur. Quand vous avez mal mangé, on va redécortiquer tout ça. Quand vous avez mal mangé, quand vous avez mal respiré et quand vous avez bu l'eau au-delà de ce que ça devrait être, la mauvaise eau, l'excès d'eau aura des conséquences sur le corps. Parce que l'eau, comme je vous dis, c'est un purifiant. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il pleut, regardez un peu ce qui se passe. Vous êtes sur une pente où il y a la dénivellation. Et puis il y a la pluie. Moi, je le vois souvent dans mon quartier, là, nos quartiers qui ne sont pas encore goudronnés. Quand il pleut, vous allez voir, il y a les cailloux, il y a les sachets plastiques, il y a le sable, il y a tous les déchets. Et quand la pluie tombe, averse comme on a vécu ces dernières semaines au mois de mai et de juin, vous avez vu ce qui est tombé, c'était effroyable. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève tout. J'observe, je vois les cailloux, les sachets, le sable, tout part. Tout part. Alors je me dis, mais c'est exactement ce qui se passe dans mon corps. Quand je donne trop d'eau au corps, qu'est-ce qui se passe? Il va faire sortir les déchets, certes, mais tous les minéraux que j'ai, mon magnésium, mon calcium, mon chlore, lui ne regarde pas et pour dire non, le calcium est nécessaire, je le laisse. Le magnésium est nécessaire, je le laisse. Tu lui as donné tellement d'eau qu'il va te dire, ok, tu m'as donné l'information, il faut que je fasse sortir les déchets, certes, mais en même temps, les bons minéraux. Conclusion, lorsque je prends trop d'eau, je suis déminéralisé. Voilà mes chers auditeurs, je viens de vous expliquer en profondeur quand vous prenez au-delà de ce que dont le corps a besoin. Et j'ai déplacé ça sur le plan alimentaire. Si tu appliques ça au niveau alimentaire, tu vas dire, bon, le corps ne me demande pas, mais je continue d'envoyer à manger. Ça veut dire que je mangerai, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, les enfants qui mangent toute la journée, toutes les heures. Maman, gâteau, maman, chocolat, maman, yaourt. Donc le corps est sans arrêt en train de manger. Conclusion, vous allez voir ces enfants vont commencer à développer des rhinites, des rhumes, des bronchites. C'est le non-stop alimentaire qui a induit cela. Non-stop boire de l'eau également qui induit cela. L'eau est une richesse, mais on l'utilise de manière judicieuse et intelligence. La peau, j'ai parlé des intestins. Donc sans eau, pas de digestion. Donc quand je bois, je parle de l'eau, mes chers auditeurs. Je ne parle pas des sodas. Je ne parle pas de l'alcool. Je ne parle pas de la bière. Quand je mange ces éléments-là, no way. Je prends de l'eau. Et puis je vais vous donner un conseil. Sur l'eau, on est dans des pays africains. L'eau minérale, je veux bien, mais je veux dire, vous pouvez vous passer de l'eau minérale. Ça vous revient cher. On est dans un contexte de cherté. J'ai demandé à une personne la fois dernière de faire un peu son budget. Elle dit, ah, moi je ne prends que de l'eau en bouteille minérale. Je dis, ok. Est-ce que tu as essayé de faire un peu ton budget d'eau sur le mois? Et la personne me dit, ah non. Je dis, ok, tu achètes ta bouteille d'eau, ton pack d'eau, à combien? Elle me dit, elle donne le prix. Je dis, ok. Combien tu en achètes? Elle dit, je suis sur au moins 4 packs par semaine. Parce que je ne bois que ça. Je lui ai dit, fais le calcul sur le mois. Et quand elle descend son calcul, elle dit, c'est pas possible. Quoi? Elle était au moins à 25 000, 30 000 pour uniquement l'eau en minéral qu'elle buvait dans la journée. Et maintenant que vous abordez la qualité de l'eau à prendre, quelle est la bonne eau que nous devons consommer? La bonne eau, comme je dis, si vous êtes... nous, quand on était petits, et je me rappelle, nous avions le puits, nous avons l'eau du puits, qui était excellentissime. On se lavait avec, on la buvait. Et surtout, à la maison, on avait un filtre. En terre cuite, je me rappelle, toute ma jeunesse, ça a été ça. En terre cuite, dans lequel ma maman mettait l'eau, et naturellement, l'eau était filtrée. On récupérait après, il y avait le filtre qui prenait de la noirceur, et on enlevait ça. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire quelle eau je bois. Je n'achète pas d'eau minérale. Je bois de l'eau du robinet. Je fais filtrer mon eau. J'ai un filtre. Et il y a des filtres modernes. Vous n'êtes plus obligé d'acheter les filtres des anciens filtres. Aujourd'hui, vous trouvez des filtres qui sont excellentissimes, pas trop lourds, pratiques, et vous les mettez là. Ne serait-ce que déjà, Emmanuel, vous voyez les jarres, les grandes jarres
que nos mamans avaient. Quand nous on allait au village, c'était l'eau du puits qu'ils puisaient dans cela. Mais l'eau a eu un système d'auto-nettoyage et on prend des bouts de charbon qu'on posait dans les jarres et le charbon absorbait les impuretés de l'eau. Et si bien que les déchets allaient tout à fait en bas. Et quand on venait, on prenait la calebasse et nous prenions l'eau et nous buvions. Excellentissime. C'était une eau qui était rafraîchissante et elle avait un goût particulier. Pour ceux qui sont de ma génération, cinquantaine et tout, vous allez voir que c'est ça qu'on faisait quand on était petit. Bien sûr. Et on n'a pas eu de maladie. Moi, je ne me souviens pas d'avoir eu de fièvre typhoïde. Je ne me souviens pas d'avoir été de diphtérie. Non, nous étions en bonne santé. Donc l'eau, aujourd'hui, le conseil, l'idéal, renseignez-vous, vous allez trouver de bons filtres. Deuxième astuce, trouvez-moi de l'argile. Vous savez de l'argile en poudre. On en a dans toutes les pharmacies. Allez en acheter. Moi, mes bouteilles d'eau, quand je prends l'eau du robinet, je prends une cuillère à café d'argile en poudre. C'est purifiant. C'est-à-dire que en cas de diarrhée, en cas de diphtérie, de dysenterie, de tout ce qui est infection au niveau. Quel type d'argile? Parce qu'il y en a argile en poudre, verte ou blanche. Si vous en trouvez la blanche, vous la prenez. Mais l'idéal, la plus puissante, c'est l'argile verte. On en vend dans les pharmacies. Tous les pharmaciens en vendent. Vous demandez de l'argile verte ventilée. Elle se consomme, il n'y a pas de problème. C'est la concassée, celle qui est en gros morceaux qu'on ne consomme pas. Mais l'autre, elle est ventilée, donc elle a été purifiée. Vous la prenez, une cuillère à café, vous mettez ça dans vos grandes bouteilles au frigidaire, vous mettez ça dedans, vous allez voir, après le dépôt d'argile se passe en bas, l'eau est un peu trouble et vous buvez ça. Buvez ça, 2 litres, 3 litres, mais à la soif bien sûr, buvez ça. Et je peux vous dire, vous faites un barrage. Croyez-moi, mon expérience, vous faites un barrage à tout ce qui est intoxication alimentaire. Même si vous avez mangé des aliments qui étaient toxiques, du fait de la présence de l'argile dans l'eau, vous allez voir que vous blindez, vous verrouillez tout ce qui est bactéries, microbactéries, virus, microbes qui sont dans l'eau. Donc, moi je parle aux Africains. Et je parle aux Africains qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller s'acheter tous les jours des bouteilles d'eau minérale. C'est des conseils pratico-pratiques et qui vont, vous allez vous-même voir, vous sauver de beaucoup de cas de maladies. Le paludisme commence dans notre ventre, dans nos intestins, parce que le virus, lui, trouve un environnement qui lui est propice. Donc, la peau a besoin d'eau pour être lisse et saine. Même chose. Vous ne vous lavez pas avec du vinaigre. Vous ne vous lavez pas avec du citron. Vous ne vous lavez pas avec de l'alcool. Vous vous lavez avec de l'eau. Et notre peau, elle a besoin d'eau. Et je vais parler de ça tout à l'heure. L'une des crèmes les plus extraordinaires qui vous permet et qui contient de l'eau et qui va permettre de hydrater votre peau. Et nos grands-parents le savaient, sagesse populaire africaine, valable encore aujourd'hui, le beurre de karité. Alors, le beurre de karité contient de l'eau à l'état naturel. Les études scientifiques l'ont montré. Elle contient une substance qu'on appelle l'élastine. Et l'élastine, c'est la vitamine E, c'est la vitamine de la vie. Et ce beurre de karité, lorsque vous êtes lavé avec une bonne eau propre, vous la prenez et vous hydratez. Hydratez la peau avec le beurre de karité. On va y revenir plus en détail dans nos prochaines émissions. Nous sommes presque à la fin de ce numéro, Madame Plia. Il nous reste 1 minute. Si vous avez un conseil à donner par rapport à l'eau comme facteur décisif de la santé. Voilà, on a abordé, vous voyez que ça demande qu'on creuse. On a abordé donc ces éléments. Je viens vous dire que vous avez 2 éléments facteurs essentiels, incontrôlables, incontournables que vous devez intégrer maintenant. Comment je respire? C'est la question que je me pose. Et si je ne sais pas respirer, versus, venez me voir, je vais vous expliquer comment on va respirer, on va faire des exercices. Deuxième chose, l'eau. Je n'aime pas fini de vous décortiquer l'eau. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois pour vous dire également que l'eau est c'est un médicament. L'eau, c'est un médicament. Je vais vous expliquer comment l'eau devient un médicament. Mais retenez déjà que sans eau, vous ne pouvez pas tenir. À très bientôt. Merci Madame Plia pour toutes ces explications. Je rappelle à nos auditeurs que comme vous l'avez annoncé, nous allons revenir sur l'eau comme médicament naturel bien sûr. Nous allons aborder également la terre comme facteur décisif de la santé, le repos
comme facteur décisif de la santé. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. Nous arrivons malheureusement au terme de ce numéro de Tribune Santé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. J'étais en studio avec Danielle Plia, afro-naturopathe, phytothérapeute et diététicienne. Elle est également la présidente du Centre de remise en santé, nutrition et naturothérapie appliquée Jean Plia Entendez Cana JP au Bénin. Merci pour toutes ces explications. Chris Guézo Ariganou était à la réalisation. Au micro, Emmanuel Crépi. Surtout, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé. Rendez-vous au prochain numéro.